Mon expérience n'est pas très différente. Et l'un des choix qu'on avait fait au début de Datavora, c'est de concevoir un produit B2B qui n'adresse pas du tout les marchés publics pour diverses raisons qui sont très structurées. Nous, on agit dans le e-commerce, donc on a l'opportunité ou comment dire, la possibilité de passer outre l'acheteur public et les marchés publics, contrairement à Yesser ou à Emira ou à Anis que je laisserai parler. Mais j'ai deux anecdotes avant de faire un peu un diagnostic qui est un peu différent de ce qui a été dit. Le premier, c'est un opérateur public tunisien qui agit dans un marché ouvert à la compétition. Donc il y a un opérateur public et un opérateur privé qui a racheté le troisième opérateur privé, donc c'est pas les télécoms, c'est pas du tout notre domaine. Il lance un appel d'offres, nous on peut répondre à cet appel d'offres-là. Il demande 7 références dans le même domaine. Donc quand il demande 7 références dans le même domaine, alors que le marché tunisien ne contient que 2, il est clair que l'appel d'offres national va être infructueux parce que personne ne le soumet. Et que probablement, par miracle, il y aura un Tunisien qui a travaillé sur des marchés dans le même domaine à l'étranger avant même d'avoir le marché tunisien, ou finalement on va passer par un opérateur étranger quand on ouvre le marché. Voilà un truc, on aime les références pour s'assurer, effectivement on est averse au risque, mais un truc comme ça fait sauter l'appel d'offres. Ça fait sauter l'opportunité pour la start-up ou la PME tunisienne, mais derrière, ça fait que l'acheteur public, que cet opérateur-là, qui achète un truc dont il a besoin dans son métier, dans son développement commercial sur un marché compétitif, perd 2-3 ans pour respecter des procédures quelconques. Alors, peut-être qu'il ne maîtrise pas complètement les procédures non plus, etc. Ou voilà, il invente un truc comme ça dans un appel d'offres, ça passe le travail. Un deuxième, et ça c'est des cas réels que je vous raconte, deuxième anecdote, un opérateur qui est dans un marché très compétitif, très ouvert, national et international, où il y a des dizaines de compétiteurs qui, vu l'appel d'offres dans les années 2010, on va dire, décident d'ouvrir un site web. Et quand on lui dit, mais regardez, il vous faut un site web, des réseaux sociaux, une animation, une production de contenu, dit non, on a besoin d'un site web conforme à la norme, blabla. Il sort bien sûr une norme comme tout cahier de charge qui date de 5 ans. Et bien sûr qu'il n'est pas capable à ce moment-là, en 2010, dans l'explosion des blogs, du web 2.0 et des réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'en 2010, Instagram avait 5 salariés. À ce moment-là, il rate le tournant parce qu'il n'achète pas une offre. Le fond de ma pensée, c'est que ce qui existe dans le code actuel, dans la législation, et ça c'est un gros morceau quand même, est bon pour être honneur, pour faire ce que Yes n'a même pas appelé une mise à niveau. Si je veux m'équiper par un ERP, si je veux acheter une pompe à chaleur, pour diverses applications possibles, l'acheteur public comme le privé pourrait s'appuyer sur des normes fiables, établies, qui sont là depuis longtemps. Si je veux câbler un réseau d'une entreprise publique, je dis Ethernet, 1 gigabit par seconde et on est bon. Si on veut répondre à une nouvelle problématique, si on veut faire de l'achat innovant, mais de l'achat de l'innovation en fait, c'est sûr qu'un cahier de charge n'existe pas. C'est sûr que des normes sont en train d'être faites en parallèle. C'est sûr que les opérateurs qui se lancent sur ça, parce que c'est des startups qui résolvent une idée ou un nouveau marché, n'ont pas suffisamment de références. Et donc, il faudrait acheter différemment. Madame Zehri, tout à l'heure, a parlé de l'appel d'offres à 2 étages, ou de l'appel d'offres à 2 étages, qui a été introduit, si mes souvenirs sont bons, par un décret mis les quelques de l'année 2002. Donc, on a 18 ans de recul là-dessus. On invente les meilleurs textes mondes, dont plein de lois. La Tunisie est l'un des pays qui a les meilleurs, un corpus législatif qui est l'un des meilleurs au monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance derrière. Donc, il n'y a pas de management, il n'y a pas de KPI de suivi. Ce mécanisme-là qui existe dans la loi, combien d'appels d'offres sont passés par là? Quelle est leur proportion? Quels sont les champions des acheteurs publics qui appliquent cette procédure? Qui sont celles qui ne l'ont jamais appliquée?
Alors, il y a des domaines où on pourrait comprendre. Si vous achetez des rames de papier dans une administration, je veux dire, dans une administration générale, dans un ministère, vous n'avez pas besoin de ça. Mais dans un secteur comme l'éthique, comme l'énergie, comme le transport, vous avez vu les innovations des 18 dernières années, les breakthroughs, les ruptures, les entreprises et les administrations publiques, les acheteurs publics qui sont là-dedans. Combien de ceux-là ont eu recours à ce type? En proportion, je veux dire, hein, en proportion. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Et pour ne pas m'accaparer la parole, le truc est réversible. Il y a la partie l'acheteur public n'est pas conscient, on ne maîtrise pas. Il y a la partie la PME ou la start-up n'est pas consciente de ça. Je mets au défi, j'ai 3 confrères là, je peux faire un sondage, c'est Tunisian Startups ou chez Tu, les startups labellisées, qui s'en savent, qui savent ça. Alors nul ne peut se prévaloir d'ignorer la loi, c'est vrai. Mais en réalité, c'est pas des entreprises qui ont 3 directeurs juridiques, 4 DAF et 15 ans de marché public. Le marché public lui-même, la réponse à la marché public elle-même est une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser un certain nombre de procédures, il vous faut des consultants, des juristes, des experts comptables. C'est la réalité. Alors, il se peut que le corpus et les mécanismes sont tous là pour être appliqués et que ce que je dis n'est pas du tout vrai. Mais la perception que nous on a est celle-là. Et si on regarde les résultats dans la pratique, je pense qu'elles ne feront que confirmer ça. Il n'y a même pas de start-up qui répond. Le dernier point qui est, donc il faut former les startups, il faut être transparent, il faut montrer ces mécanismes-là. Il faudrait inviter les acheteurs et les start-upers et les PME innovants à être ensemble autour d'une table, à leur présenter les procédures, à dire qui offre quoi, qui achète quoi. Il faudrait amorcer un peu la pompe et quand il y en aura 15 ou 20 sur le marché qui maîtrisent ça, le marché va s'ouvrir, ils vont partager le savoir et ça sort d'un truc sectaire ou d'un truc réservé. Le dernier point, l'acheteur public est bon payeur, mais l'acheteur public paye trop en retard. La start-up a 1 à 2 mois de trésorerie. Si j'attends 12 mois pour avoir la réception provisoire, le passage du cercle dans mon domaine pour certifier que les travaux ont été bien faits, pour toucher 60%, pour attendre la réception finale, on est mort entre-temps. On ne peut pas attendre 18 mois pour être validé après avoir obtenu le marché et le livrer. Il faut avancer d'abord la trésorerie. Si j'attends 18 mois ou 12 mois pour toucher l'argent, effectivement, la start-up meurt. Donc, la start-up préfère s'adresser à d'autres clients qui ne sont pas publics et ça prive le public de l'innovation. L'acheteur public contrôle au moment de l'achat que le soumissionnaire est en règle par rapport au fisc et par rapport aux cotisations sociales. C'est bien, c'est ça la responsabilité sociale des entreprises. Mais si on me demande au moment de me payer, quand je fais mon recouvrement pour payer mes charges et mes créances, si on me demande de payer, d'être en règle, encore une fois, avec les fiscs et les cotisations sociales, en réalité, je devrais faire du recouvrement. Donc, mes clients devraient me payer. Et l'État devrait être exemplaire par rapport à ça. Il doit me payer l'argent qu'il me doit pour que je puisse, moi, payer les cotisations sociales, etc. Donc, toutes les entreprises ont deux trimestres de retard. Non pas en contentieux, si tout est en règle, s'ils ont payé pendant 5, 6, 7 ans, s'ils ont montré au moment de contracter que c'est réglé, qu'ils sont régulaux ou qu'ils ont un historique, il n'y a pas de raison de bloquer le paiement, l'encaissement, pour que l'entreprise puisse faire le décaissement. Merci, voilà. merci. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça où il faut mettre le doigt et faire bouger les choses. Les propositions concrètes dans 2 ont été évoquées. Un bac à sable, c'est très bien. Si la Banque centrale fait un bac à sable, alors que la Banque centrale, une banque centrale dans une économie est censée être l'agent le plus conservateur. Si même la Banque centrale comprend que dans son domaine, que dans son secteur, les choses changent vite, que les procédures, que les solutions deviennent vite caduques, il faudrait généraliser ça en donnant effectivement accès aux startups, aux PME innovantes, aux données, aux besoins,
à la compétence de la partie publique sous un certain cadre quand même, la propriété intellectuelle, la confidentialité, etc. Ce qui s'y manque à la sandbox aujourd'hui de la Banque centrale, et c'est ma deuxième proposition, c'est ce qu'on appelle funded innovation. C'est payer l'innovation. Très vite, si on crée un fonds de 5 millions de dinars aujourd'hui avec des bailleurs étrangers, en disant que ce fonds-là se substitue à l'État pour payer de l'innovation. Donc, il paye pour un besoin X 3 prototypes. On sait qu'une start-up peut faire un prototype, une start-up en création, en phase d'idéation, peut monter, créer un prototype en 5-6 mois avec entre 50 et 100 000 dinars, disons 60 000 dinars. C'est le premier ticket que mettrait un investisseur au global dans une start-up. Une start-up qui existe, une PME, pourrait faire un prototype pour 50-60 000 dinars. Ça veut dire qu'on financerait 100 prototypes sur une trentaine de sujets. Même si on échoue dans les 2 tiers, on aurait trouvé 10 solutions réelles où on touche, où on évalue sur pièce que ça tourne au bout de 6 mois ou 1 an, très rapidement avec 5 millions de dinars. Franchement, c'est peanuts pour le budget de l'État, c'est peanuts pour les bailleurs étrangers et ça donne énormément plus de résultats qu'autre chose. Dans beaucoup d'autres pays, on a fait comme ça. Il faudrait intéresser le donneur d'ordre public, pas la personne, l'institution. C'est-à-dire, je dis, allez, vous avez 5% de votre budget réservé à l'innovation, ça ne suffit pas. Il faut dire que ceux qui exécutent, qui décaissent 80% du montant alloué à l'innovation verront l'année prochaine doubler le budget innovation. Et l'année prochaine, doubler le budget de l'innovation. Ou l'augmenter à 50%. Si on le double alors que c'est rien du tout dans le budget investissement, au bout de 3 ans, les bons joueurs auraient multiplié par 10 leur assise financière réservée à l'innovation. Et ça, c'est du concret. Et en réalité, ça pèse rien du tout sur le budget de l'État ou de ses institutions. Il faut monter les compétences techniques de l'acheteur public. Il faut qu'ils apprennent qu'il y ait des procédures et qu'il y ait pas une compétence, une culture technologique. Il faut, je prends un domaine que je ne maîtrise pas, l'agriculture bio, dans le futur, ça serait au nord-sud, dans des environnements contrôlés. L'État tunisien, c'est 1/5 des domaines, des domaines agricoles. Donc, quand il achète, quand il pense quelque chose, il faut se projeter 10 ans dans le futur et voir la tendance technologique. Donc, il faut une culture qui n'est pas juste financière ou réglementaire. Il faut aussi une maîtrise technologique à minima pour cet acheteur-là. Le dernier truc, le cahier de charge, on a compris, bien sûr c'est la bureaucratie, bien sûr que c'est l'égalité des chances, tout ça je comprends très bien, mais il faut arrêter de rédiger des cahiers de charge au-delà d'être copié sur une solution, au-delà d'être une copie d'un cahier de charge d'un confrère d'il y a 3 ans, au-delà d'être une copie d'un cahier de charge d'un projet d'une école ou d'une université d'il y a 10 ans qui sont caducs technologiquement. Il faut surtout arrêter de rédiger la description d'une solution, du produit qu'on achète. Il faut se limiter à décrire la problématique et à la rigueur, effectivement, faire les 2 étapes pour avoir des propositions de technologie rapides. Si vous faites des data centers en Tunisie, si vous sortez un cahier de charge en disant Tier 4, fail avoid, redondance, rack 19, vous concevez un data center comme on en faisait il y a 20 ans. Google ou Facebook ne le font plus comme ça. Il faut rentrer ce n'est plus des salles blanches. Il faut rentrer l'air environnant quand c'est plus bas de 26 degrés pour réduire l'énergie parce que c'est 80%. C'est le tiers de la facture. Ils réduisent l'énergie de 80%. Sur plein de trucs. Si vous achetez des voitures pour le public, le cahier de charge correspond à une technologie d'il y a 10 ans.